Salut tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de septembre. Alors aujourd'hui donc on va parler bouquins. C'est le premier bilan que je tourne de toute ma vie, hein, clairement, même pas sur ma chaîne, de toute ma vie. J'aime beaucoup ce système en fait de à la fin du mois faire un bilan de toutes les lectures qu'on a faites, en pouvoir en faire une critique et pouvoir un petit peu revenir sur ce qu'on a lu. Je trouve ça vraiment très intéressant et c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur les chaînes de Booktube. Du coup je me suis dit que j'allais faire le mien. Juste une chose, certains bouquins que j'ai empruntés à la bibliothèque et donc je les ai pas en ma possession aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir avec le logiciel de montage pouvoir vous intercaler les vignettes des bouquins. Sinon je suis désolée, en tout cas je mettrai toutes les références dans la barre d'infos, ça c'est certain. Je vais vraiment faire mon possible mais je suis pas certaine de pouvoir avec Movie Maker, je vais voir. Voilà, alors, donc aujourd'hui, on va parler des lectures que j'ai faites au mois de septembre. J'en ai fait 5. Il y a un 6e bouquin que je suis en train de lire mais je ne l'ai pas tout à fait terminé. Donc je pense que je le mettrai plutôt dans le bilan du mois d'octobre. La première lecture que j'ai faite au mois de septembre, c'est le dernier tome du préquel de La Cité des Ténèbres, donc la saga de Cassandra Clare, que je pense vous connaissez peut-être. Donc c'était le tome intitulé La Princesse Mécanique, dans la saga The Infernal Devices. C'est le préquel qui se passe à l'époque victorienne à Londres et non pas la saga originale qui se passe à New York de nos jours. Ce livre-là, je l'ai adoré, hein. Clairement c'était mon 9e bouquin donc, de Cassandra Clare puisque j'ai lu les 6 tomes de La Cité des Ténèbres plus les 3 tomes du préquel. J'attends avec impatience le séquel qui va bientôt sortir je crois en 2016. Je pense vous faire une vidéo. Enfin, je suis quasiment sûre en fait de vous faire une vidéo sur la saga entière parce que sincèrement c'est une saga que j'adore, je suis vraiment fan depuis hyper longtemps, depuis le lycée. J'ai vraiment envie de vous en parler un petit peu plus longuement donc j'y reviendrai à cette occasion en fait. En plus j'ai pas le bouquin avec moi, en tout cas c'était un énorme coup de cœur comme d'habitude avec chaque livre de Cassandra Clare. Voilà. Ensuite, le second livre que j'ai lu au mois de septembre, c'était le premier tome de la saga Delirium de Lauren Oliver. Donc c'est classé en Young Adult, il me semble. Je n'ai pas trop entendu parler, alors a posteriori je me suis aperçue qu'on en parlait pas mal sur la YouTubosphère, la Booktubosphère. Je me suis aperçue que les gens en parlaient pas mal, mais moi sincèrement j'en avais quasiment jamais entendu parler. Toujours est-il que Delirium, quand j'ai commencé à le lire, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, bon, encore un bouquin de Young Adult, je pense que je ne vais pas terminer. Et en fait, je suis rentrée dans l'histoire et sincèrement, j'ai adoré ce bouquin. Ça m'a vraiment beaucoup plu. L'histoire, c'est l'histoire de Lena, une jeune adolescente qui vit dans une société postérieure à la nôtre. Une jeune adolescente qui va bientôt subir ce qu'on appelle le protocole. Car dans le monde qui est décrit dans Delirium, en fait, l'amour est considéré comme une maladie, comme la pire des maladies. Le fait d'être amoureux, c'est comme un crime en fait. Il est interdit d'être amoureux, l'amour vous rend malade, l'amour vous rend fou et l'amour vous tue dans ce monde-là. Donc, à votre majorité, vous êtes censé subir une opération qui s'appelle le protocole, en fait une modification du cerveau qui vous empêchera de ressentir le moindre effet que peut provoquer l'amour, les papillons dans le ventre, les tremblements, le fait de penser tout le temps à l'autre personne. Tout ça, vous ne ressentirez plus rien et vous vous enfermez dans un mariage, en quelque sorte sans amour, hein, il n'y a pas d'autre mot. Vous vous enfermez dans un mariage et dans un petit confort avec une petite vie bien rangée, bien tranquille. Lena, quand on la rencontre au début de Delirium, elle aspire à ça en fait. Elle se sent vraiment pas bien dans sa peau et elle a vraiment envie, elle a vraiment hâte d'être débarrassée un petit peu de tout ce qui lui, de toutes ses émotions d'adolescente. Vous imaginez bien que elle va peut-être pas rester insensible longtemps et en découleront plusieurs aventures et il se passera beaucoup de choses. Alors, j'ai terminé le tome 1. J'attends de lire le tome 2 et 3. J'ai vraiment hâte de connaître la suite de l'histoire. J'espère que ce sera à la hauteur du premier. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je pense que c'est une saga qui vaut sincèrement le détour. Je pense qu'on peut la qualifier de dystopie. Ça se passe quand même dans un monde complètement lavé de tout amour, tout sentiment en fait en quelque sorte. Et si ça c'est pas une dystopie, hein, voilà. Delirium, l'amour rime avec souffrance et danger. Il est vraiment interdit d'aimer parce que sinon on se met en danger. Et eux sont emprisonnés dans un monde où on leur dicte leur conduite, où on leur dit quoi faire, quoi ressentir, c'est-à-dire rien. Lena, quand elle va se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas ce qu'il lui faut et c'est peut-être pas ce qu'elle veut, elle va vraiment aspirer à la liberté. Et dans ce bouquin, il y a une belle réflexion sur l'amour déjà, et il y a aussi une très belle réflexion sur la liberté. Et jusqu'où on est prêt à aller par amour, et aussi par amour de la liberté.
C'est vraiment ça qui m'a plu, c'est cette réflexion qu'il y a derrière. Alors au niveau du style, c'est pas mal traduit. Bon, j'ai lu en français, hein. Des détails, il y a tout ce qu'on veut, c'est pas simplissime, mais vraiment intéressant en tout cas. C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé lire et j'ai pris du plaisir à le lire. D'ailleurs, à un moment, je voulais plus le lâcher, hein, parce que je voulais vraiment savoir la fin de l'histoire. Donc voilà pour Delirium. Ensuite, j'ai lu un petit bouquin que cette fois j'ai en ma possession, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors, je sais pas si vous connaissez Virginie Despentes, mais ça vaut le coup et ça vaut le détour, on va dire ça comme ça. Alors, moi c'est une auteure que j'avais connue donc quand j'étais au lycée, quand j'avais lu son bouquin Apocalypse bébé. D'ailleurs, c'est un bouquin que j'ai remis dans ma palle, puisque l'ayant lu au lycée, je suis pas persuadée de l'avoir entièrement compris. Ça, c'est toujours la même histoire, hein. Lire un livre à différentes étapes de sa vie et à différents âges, c'est toujours instructif et c'est toujours enrichissant, puisque on revient sur une lecture qu'on a déjà faite, certes, donc on a un petit peu l'impression de rentrer à la maison, mais en même temps, on redécouvre des nouvelles choses, on comprend de nouvelles choses, c'est normal, notre prisme est différent. Notre culture aussi, notre mémoire aussi. C'est normal de redécouvrir des choses sous un œil neuf et c'est ça que je trouve aussi fascinant dans la lecture. Cet envolé lyrique étant terminé, je reviens donc à King Kong Theory. Alors, King Kong Theory, c'est un essai donc de Virginie Despentes, c'est pas un roman ni quoi que ce soit, c'est en fait un essai où elle mêle une réflexion un petit peu philosophique et sociologique sur le féminisme à son expérience personnelle. Donc il y a aussi une part d'autobiographie. Alors, les sujets qui sont abordés, c'est évidemment le féminisme, puisque ça a été présenté par l'éditeur comme un manifeste pour un nouveau féminisme. Je préviens tout de suite, je ne m'avancerai pas très loin dans le débat sur le féminisme, parce que j'ai pas les clés pour comprendre tout ça, je ne suis pas hyper calée en féminisme. C'est un domaine auquel je commence à m'intéresser, notamment tout ce qui est littérature féministe, ça m'intéresse. Et pour l'instant, je suis pas à même de pouvoir vraiment mener une réflexion hyper méga éclairée là-dessus, et plutôt que de raconter des conneries, je préfère m'abstenir. Je vais surtout vous dire ce que j'ai pensé de cette lecture. Dans cet essai, elle aborde surtout donc, les questions liées au féminisme, donc c'est-à-dire la pornographie, l'image de la femme et sa condition, et tout ce qui a un rapport au viol, notamment le traumatisme du viol en fait. C'est une lecture que j'ai trouvée vraiment très intéressante. C'est très dense, c'est-à-dire qu'à chaque page, comme c'est un essai, vous avancez et vous avez un peu l'impression de mouliner parfois, parce qu'il faut relire un petit peu plusieurs fois pour bien comprendre, pour être certaine de bien comprendre. Enfin moi en tout cas, je sais que c'est ce que j'aime bien faire, j'aime pas lire un bouquin en mode YOLO, je passe tout et tant pis si je comprends pas tout. Là j'avais vraiment envie de tout comprendre et de saisir le sens de chaque phrase. Virginie Despentes mêle son histoire personnelle parce que elle a travaillé comme prostituée et elle a été violée. Elle nous raconte ça, elle se livre en fait dans ce bouquin et elle explique comment elle est devenue Virginie Despentes, une auteure très décriée, une femme dans un milieu qui est majoritairement masculin, explique comment elle a l'impression de ne pas avoir de légitimité parfois dans les yeux des autres hommes qui la regardent, comme quoi une femme n'a pas à être auteur, une femme n'a pas à passer à la télévision et une femme n'a pas à être célèbre pour ses bouquins. Gros soupir, hein. Elle dit que évidemment il y a des choses qui ont changé depuis la révolution féministe, mais il y a encore tellement à faire pour les femmes. J'en dirai pas plus sur ce bouquin, à part que j'apprécie énormément aussi le style de Virginie Despentes. Alors, c'est cru, c'est plein de gros mots, c'est violent, ça va droit au but en fait, ça vous ménage pas. Enfin, c'est pas un bouquin qu'il faut lire en espérant que ce soit un gentil petit bouquin édulcoré sur la condition de la femme. Non, là c'est la réalité telle qu'elle est, en tout cas la réalité telle qu'elle est selon Virginie Despentes. Alors, sur certains points de vue, je suis d'accord avec elle, sur d'autres, moins, mais ça encore une fois c'est une affaire de subjectivité, ça ne regarde que vous si jamais vous décidez de lire le bouquin. En tout cas moi je vous le conseille, c'est vraiment hyper intéressant à découvrir, une auteure que j'apprécie énormément. J'ai d'ailleurs très envie de lire ses autres livres maintenant, notamment Vernon Subutex qui est sorti il y a pas très longtemps en 2 tomes. J'aime bien la couverture, elle me fait marrer. Alors ensuite j'ai lu un bouquin de Anne Brachariz qui s'appelle L'amour dure plus qu'une vie. Alors là c'est la même chose, j'ai plus le bouquin parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. Anne Brachariz, c'est l'auteur du très célèbre 4 filles et un djinn, qu'il est inutile de présenter à mon humble avis. Le bouquin est assez épais, dans mon souvenir il fait quasiment 500 pages. J'ai quasiment bien dû mettre une semaine. Bon alors évidemment je ne fais pas que lire all day all night, malheureusement. Mais je sais que j'ai traîné un petit peu en longueur. Alors pourquoi? Je vais déjà commencer par vous expliquer un petit peu le pitch. Donc le pitch est simple. C'est l'histoire de Lucy, une jeune fille américaine, tout ce qu'il y a de plus normal à notre époque, qui va au lycée, qui attend son bal de promo, qui est dans sa dernière année et qui veut s'inscrire à l'université. Lucy est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Daniel,
qui va également dans son lycée. Et en fait, le soir du bal de promo, Daniel vient la voir, l'embrasse. Donc forcément, elle, c'est tout ce qu'elle pouvait espérer, c'est son rêve qui se réalise. Et là, il l'appelle Sophia. Et et à partir de ce moment-là, il commence à lui dire qu'il l'aime, qu'il ne peut pas vivre sans elle et qu'elle est Sophia. Alors elle, forcément, elle est en mode « Mais non, moi je suis Lucie, je suis pas Sophia ». Lucie ne comprend vraiment pas pourquoi Daniel l'appelle Sophia, pourquoi il semble vraiment reconnaître en elle quelqu'un qu'il connaîtrait d'ailleurs. Je ne vais pas vous spoiler que de vous dire ça, hein, c'est sur la 4e de couverture de toute façon. Il s'avère que Daniel a vécu beaucoup de vies antérieures. Il se remémore en fait tout au long du livre ses anciennes vies. Donc il a été par exemple soldat dans l'Antiquité en Turquie, il a été chirurgien américain, il a vécu beaucoup de choses. Je ne vous raconte pas la suite, c'est pas mal. Sur ce principe d'un voyage dans le temps, en plus donc entre les chapitres, soit c'est les points de vue de Lucie, donc à l'époque moderne, ou alors c'est le point de vue de Daniel à l'époque moderne, ou alors c'est les vies antérieures de Daniel qui sont développées. Et à chaque fois il y a la date, le lieu, tout ça. Mon problème avec ce bouquin, c'est que déjà, ça met beaucoup trop de temps à démarrer. C'est vraiment super long. Enfin, au début, on comprend pas du tout où l'auteur veut en venir. Il y a des passages qui sont très longs. d'Anne Brasharis, je l'apprécie toujours autant. J'ai vraiment trouvé que c'était un bouquin qui était bien écrit. Parfois, elle partait vraiment dans ces délires métaphysiques sur l'amour, le voyage des âmes à travers le temps, tout ça. Alors, c'est très beau, mais alors parfois, ça partait vraiment un peu loin, quoi. J'étais un petit peu en mode bon, ok. Donc, ce que je dirais de cette lecture, c'est que c'était intéressant, mais pour moi, elle n'a pas si bien que ça maîtrisé son sujet. J'ai un petit regret parce que le sujet de base était passionnant. C'est une histoire d'amour en plus qui traverse les siècles comme ça, c'est quelque chose de magnifique. Enfin, c'est beau. Et puis tout ce qui est voyage dans le temps, c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'aime bien ça, j'aime bien quand ce thème-là est abordé dans la littérature. Il manquait quelque chose, je sais pas comment expliquer, mais il manquait quelque chose. Et j'en ai discuté avec une amie qui a lu d'autres bouquins d'Anne Brasharis et qui m'expliquait qu'elle aussi, dans le bouquin qu'elle avait lu, je sais plus le titre, Ici et maintenant, peut-être un truc comme ça, et elle me disait qu'elle avait exactement le même sentiment. Donc ça va, je me suis dit, ça va, je suis pas toute seule. C'est-à-dire que elle sait ce qu'elle fait, elle écrit bien, elle a de très bonnes idées de scénario, mais il y a un truc qui gêne quand même. J'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, j'arrive pas forcément à vous le qualifier. Mais il manque quelque chose pour que ce bouquin puisse être considéré comme une très bonne lecture, voire une lecture parfaite. Après, j'ai passé un bon moment, hein, clairement. C'était quand même sympa à lire. Mais j'ai un petit regret. Je trouve que l'histoire n'est pas assez aboutie. Ah oui, et alors la fin part complètement en autre boudin. Hein. Je ne vous dis pas comment ça se termine, évidemment, si vous voulez lire. Sans la fin inachevée et ça laisse un goût amer dans la bouche, en fait. J'étais vraiment dégoûtée. Voilà pour ça. Le dernier bouquin que j'ai lu pour ce mois de septembre, c'est La vie des elfes de Muriel Barbery. Alors, pas une nouveauté. Je l'avais acheté juste après avoir terminé mon mémoire au mois de mai. Je m'étais tapé une grosse décompensation. J'avais acheté un certain nombre de bouquins, dont celui-là qui me faisait de l'œil depuis un moment. Muriel Barbery, je la connaissais par L'élégance du hérisson, qu'on ne présente plus, hein, qui a été adapté en film. Alors, je n'ai pas encore lu L'élégance du hérisson en entier. J'avais lu des passages. J'en ai même traduit en thème italien, pour vous dire. Par contre, j'ai vu le film, et en plus je connais l'histoire parce que ma maman adore ce livre, elle m'en a parlé beaucoup de fois. L'élégance du hérisson est dans ma palle, hein, je vais le lire. Alors, La vie des elfes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de toi? Muriel Barbery, c'est une auteure française contemporaine, donc qui est relativement connue maintenant. Donc La vie des elfes a été publiée dans La Blanche chez Gallimard. C'est pas trop mal, hein, j'ai envie de dire, ça va, on se met plutôt bien. J'ai appris sur internet qu'il s'agissait du premier tome en fait d'une série. Du coup je comprends un petit peu mieux pourquoi maintenant je comprenais pas tout. Alors on va commencer par le scénario. Gallimard, il se contente de peu de mots hein, là-bas. Je ne sais pas qui fait les 4e de couve, mais des fois c'est un petit peu... je sais que c'est fait exprès, mais bon. Là, la 4e de couverture, c'est Histoire de Maria et Clara qui rencontrèrent les elfes. Merci les mecs, avec ça on va aller loin. Plus précisément, l'histoire c'est donc l'histoire de 2 jeunes filles, bon, 2 petites filles parce qu'elles sont pas très âgées au moment où l'histoire commence. D'un côté on a Maria qui vit dans une ferme à la frontière de l'Espagne, dans les Pyrénées. Et de l'autre côté on a Clara qui vit dans les Abruzzes. Alors, toutes les deux, un jour, vont découvrir qu'elles ont un don fabuleux. Alors, Maria
a le don de parler à la nature, elle a le don de communiquer avec les arbres, les animaux, elle ressent fortement l'énergie de la nature. Et Clara, la petite italienne, elle a le don de jouer de la musique jusqu'à l'enchantement, c'est-à-dire qu'elle joue magnifiquement bien, sublimement bien, et donc elle est vite repérée par un maître qui l'amène à Rome pour lui apprendre à en fait utiliser son don et son talent. Maria, elle est adoptée dans un petit village en fait, et elle devient la petite coqueluche du village, en quelque sorte la petite protégée de tout le monde. Ces deux petites filles ne se connaissent absolument pas et l'histoire fait un aller-retour donc entre la ferme des Combes en Espagne et les Abruzzes, puis Rome, là où se trouve Clara. Mais il y a évidemment quelque chose qui va les réunir, c'est l'existence des elfes. C'est une histoire de la lutte contre le bien, contre le mal, c'est assez manichéen, hein, il faut l'avouer. Et c'est vraiment la dimension du conte fantastique qui m'a beaucoup plu parce que je suis assez branchée fantastique. Après, alors, comment dire que déjà la première chose c'est que je suis pas certaine d'avoir tout compris à ce livre. Pourtant, j'ai l'habitude des livres un peu chelous, mais alors là, je vous jure que parfois j'étais devant le livre, comme ça, le livre ouvert et j'étais là genre... Oui, mais encore... Alors, il faut savoir que donc Muriel Barbery écrit excessivement bien. Vraiment, j'adore son style, c'est magnifique. Et dans les quelques passages que j'ai pu lire pour l'instant de l'élégance du hérisson, j'avais trouvé déjà ça sublime. Mais alors là, on est à un niveau de beauté et de sublime dans l'écriture qui dépasse tout quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi magnifique. Chaque phrase est ciselée, c'est un petit bijou. De toute façon, ce livre, c'est une pépite à ce niveau-là. C'est magnifique. Même pas de mots pour le décrire tellement c'est beau. Ça part dans tous les sens. C'est magnifique, c'est grandiose, c'est splendide, c'est sublime. Et en même temps, c'est tellement d'une finesse, d'une délicatesse et d'une préciosité. C'est un truc de fou. Au niveau du style, c'est beau, beau, beau. Voilà, j'ai vu qu'elle avait passé 9 ans à l'écrire, j'ai mieux compris pourquoi. Et chaque phrase se savoure, ça fond dans la bouche, c'est beau, c'est délicat, c'est magnifique. C'est comme un bonbon qu'on savoure, c'est une petite gourmandise, c'est... Voilà, c'est sublime. Le revers de la médaille, c'est que par contre, certaines phrases déjà sont très longues et très très lourdes, et alors... Parfois, on comprend plus où elle veut en venir. Elle part tellement dans des phrases alambiquées, qui partent vraiment très très loin, que du coup, on la suit plus. Et là, on est perdu. Moi, il y a certains moments, j'étais là devant le livre, je suis perdue. Je ne sais plus ce que tu voulais dire, j'ai perdu le fil. Et même l'histoire, j'ai pas tout compris. Enfin, je pense qu'elle s'est vraiment, en quelque sorte, égarée du côté du style. Et elle a voulu faire un livre tellement parfait sur le plan stylistique, et sur le plan de l'écriture, alors là, pour le coup, elle a réussi. Mais alors, par contre, au niveau de l'histoire... ouais. Alors, j'ai lu pas mal de critiques sur Internet qui lui reprochaient justement ce côté trop alambiqué, trop lourd. C'est vrai que c'est indigeste, hein, à certains moments. Bon, on fait un effort parce qu'on apprécie la beauté, on apprécie les mots, on apprécie le sublime de la chose. Mais alors, des fois, c'est... Waouh, il faut l'avaler, hein, ce bouquin, parce que... Je vous jure que des fois, c'est pas facile. En fait, le livre aborde les thématiques générales de l'art, de la magie, de la nature, puisque Maria et Clara sont formées par leurs maîtres respectifs, donc l'une dans son village et l'autre à Rome, pour être vraiment les ponts entre le monde des elfes et le monde des humains. Le scénario, je pense, est vraiment bien de base, c'était vraiment une bonne idée. Je pense que là le scénario par contre est carrément passé à la trappe aux côtés des ambitions justement ouais, littéraires et stylistiques de l'auteur. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment pour ambition de faire un livre sublime, elle a réussi. Par contre au niveau du scénario, le lecteur ne comprend pas, enfin c'est trop métaphorique, c'est trop allégorique. Elle part des fois dans des délires métaphysiques, mais nous on est là... mais coucou, reviens un peu sur terre et recommence à parler du sujet. Vraiment en plus quelque chose qui parle de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est magique, de tout ce qui est fantastique. Ça mêle les scènes de la vie campagnarde, des scènes de la vie rustique et bucolique à des envolées lyriques sur des sonates, le pouvoir de la musique, le pouvoir de l'art en fait. Qu'est-ce que peut l'art pour nous sauver ? Qu'est-ce que peut l'art pour faire communiquer les hommes entre eux ? C'est vraiment les émotions primitives en fait qui sont abordées dans ce bouquin, les émotions primitives qui nous concernent tous et qu'on connaît tous.
c'est vraiment sublime. C'est un livre que je recommande en fait, mais je pense qu'il faut être déjà dans un certain état d'esprit pour le lire et il faut être prêt à accepter de mouliner un petit peu en fait. Je saurais même pas trop vous dire mon état après avoir lu ce bouquin. D'un côté, j'ai vraiment apprécié cet aspect sublime du style. Vraiment, l'écriture, c'était waouh. J'ai pas d'autres mots. Mais alors de l'autre... Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire, vous, les livres que vous avez lus au mois de septembre et votre avis dessus, ou si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté, je serais très curieuse d'avoir votre avis également, notamment sur ceux sur lesquels je suis assez mitigée. En tout cas, c'était un bon mois de septembre niveau lecture, c'était des lectures très enrichissantes et très intéressantes, parfois un petit peu what the fuck, mais en tout cas, c'était vraiment très complet, c'était en plus des lectures de genres très différents, donc voilà, j'aime bien les mois comme ça où on lit un petit peu des choses très diverses et très variées mais qui nous enrichissent. Voilà pour ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.